Je souhaiterais donc bienvenue à tous. Je souhaite la bienvenue également à son Excellence, Madame Yvette Lamberti, qui représente Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain. Nous attendons Mélanie Massy également, qui était retardée. Je souhaite la bienvenue à mes deux adjointes, Camille Farah et Chloé Leclerc, et bienvenue bien évidemment à nos deux conférenciers, M. Macario et M. Shaw. Donc nous sommes aujourd'hui pour une conférence, je dirais même une double conférence sur le sport et les femmes de sport, et qui rentre parfaitement dans le cadre de la commémoration de la disparition de l'élection du prince, de la sentence du prince Albert Ier on célébrera ça en 2022. Donc je vais laisser la parole à notre conservateur qui va prendre la relève, qui va vous présenter cette conférence. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Excellences, Mesdames les adjointes, Madame le secrétaire général, je suis ravie d'accueillir à nouveau Messieurs Shaw et Macario pour une double conférence qui s'intègre d'une part dans notre programme culturel de ce trimestre que nous avons dédié aux femmes, mais également, comme vient de le dire Monsieur le maire, dans les commémorations qui vont célébrer les 100 ans de la disparition du prince Albert Ier. Je me permets de rappeler que la médiathèque a choisi d'aborder le thème du sport sous le règne du prince Albert Ier. Nous avons commencé à traiter cette thématique depuis l'automne 2020 en donnant régulièrement tous les trimestres des conférences mettant en lumière des événements sportifs, mais également en publiant dans le magazine municipal des articles, dans le magazine municipal Monaco Vive ma Vie, donc des articles sur cette thématique. Nous allons poursuivre en 2022 en collaborant au colloque pluridisciplinaire qui sera organisé par le comité Albert Ier, et d'ailleurs la médiathèque co-organisera la demi-journée consacrée au sport. Et enfin, en mars-avril 2022, nous organiserons une exposition dans la salle du quai Antoine Ier. Difficile de parler avec un masque. Je vais laisser la parole donc, tout d'abord au professeur Shaw, qui tout à l'heure, Monsieur Shaw, Frank Shaw, vous êtes historien, auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages, et vous êtes également professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Nice. Et ce soir, vous allez évoquer la talentueuse et extraordinaire Suzanne Lenglen, qui était la joueuse de tennis la plus talentueuse de son époque, mais qui également incarnait la femme émancipée, libre, et donc vous nous raconterez tout ça. Mais avant, Monsieur Bernard Macario, vous êtes également historien, auteur de plusieurs livres sur le sport, et vous êtes également président du comité Pierre de Coubertin en région PACA, et vous allez faire revivre ces premières Olympiades féminines qui ont eu lieu à Monaco il y a exactement 100 ans, puisque c'était en 1921. Et donc je vous laisse la parole et je vous remercie infiniment tous deux. Merci. Comme parler avec le masque pose quelques difficultés, si vous permettez, je vais m'en dispenser le temps simplement de cette conférence. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer, de vous remercier de votre présence. Lorsque j'ai su que Mme Lamberti nous avait rejoints, ça n'a pas manqué d'évoquer quelques souvenirs, puisque dans une première vie, si je puis dire, j'étais inspecteur d'académie, je dirigeais les services départementaux de l'éducation nationale pour les Alpes-Maritimes, et évidemment les contacts et les relations avec la principauté étaient privilégiés. Je garde pour ma part un excellent souvenir, et puis comme je sais que vous êtes très impliqué dans le domaine du sport, c'est aussi l'occasion de vous revoir et peut-être d'évoquer quelques projets communs.
Merci également à Monsieur le maire et à vous, mesdames les adjointes. Et puis, donc, encore une fois, merci à tous. C'est pour moi un très grand plaisir de revenir ici, à la fois comme intervenant, mais puis aussi pour assister à des conférences. Et je voudrais insister aussi sur la qualité du travail qui est fait, notamment la manière dont le travail d'un conférencier peut être facilité par Madame Novaretti et son équipe, et puis une mention spéciale en ce qui concerne Dominique Bon, parce que tout un travail de préparation qui est obscur est grandement facilité par l'accès aux documents, l'accès aux archives, et d'ailleurs j'utiliserai un certain nombre de reproductions, un certain nombre d'images que Dominique a mis à ma disposition. Donc vraiment un grand merci. Donc nous allons donc, comme l'a dit Madame Novaretti, revenir un siècle en arrière pour un événement qui a été un événement important, pas seulement pour la principauté, même s'il s'inclut, puisque on est en 1921, donc dans la commémoration dont il a été question, mais un événement qui a aussi marqué l'histoire du sport, et en particulier l'histoire du sport féminin. Et je n'en veux pour preuve que ce que vous pouvez voir figurer sur la promenade, sur la galerie qui surplombe ce qu'était auparavant le tir au pigeon, et qui est maintenant une esplanade qui a été décorée par Vasarely. Donc si vous vous promenez sur cette galerie qui surplombe cette esplanade, eh bien, vous trouvez cette phrase. Sur ces lieux se déroulèrent en 1921, 1922, 1923 les Olympiades féminines, première étape de l'accès des femmes aux Jeux Olympiques. Cette phrase, elle symbolise une plaque qui a été déposé par le prince Albert II et celui qui était à l'époque le président de la Fédération internationale d'athlétisme, qui vient d'ailleurs de nous quitter la semaine dernière, qui était M. Lamine Diack. Et donc cette plaque a été mise en commémoration de ce qui s'est passé quelque temps plus tôt, sur l'esplanade qui était auparavant le tir au pigeon, qui a été utilisé donc pour cette manifestation, qui est une des premières, en tout cas sans doute la première au niveau international du sport féminin. Alors, si on parle de sport féminin ou des femmes dans le sport, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit peu un élément de contexte. On est en 1921. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans leur grande majorité, les femmes n'ont pas accès au sport. Elles participent, mais de manière très, très modérée, aux Jeux Olympiques. Et vous voyez la photo de Margaret Cooper, qui a été la première médaillée féminine aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Donc en tennis, vous voyez, ça vous oriente déjà sur quels étaient les sports qui étaient à ce moment-là, j'ai presque envie de dire, que l'on laissait pratiquer aux femmes. Donc des sports qui renvoient à ce qu'on appelait les sports élégants, qui se sont beaucoup d'ailleurs développés sur la Côte d'Azur. Le tennis en faisait partie, il y a aussi le tir à l'arc. Et dans quelques disciplines sportives étaient ouvertes aux femmes aux Jeux Olympiques. Mais ça ne dépasse pas quelques dizaines, jusqu'en 1928, on parlera de 1928 ensuite. Et évidemment, il y a des revendications qui sont exprimées par la personne que vous voyez sur son bateau, sur son embarcation, qui s'appelle Alice Mia, qui est celle qui va mobiliser, qui va incarner en quelque sorte ce mouvement d'émancipation féminine pour la pratique du sport.
Donc elle crée, en 1912, elle participe à la création de la première société sportive féminine. À l'époque, le terme de club n'est pas encore complètement utilisé, on parle de société sportive, donc Femina Sport. Et puis, elle organise avec cette société des premières rencontres sur le plan national, notamment un premier championnat de France d'athlétisme en 1915, et du football aussi. Il y a du football aussi, et j'y reviendrai dans un instant. Et la volonté d'Alice Millat, c'est que les femmes puissent participer aux Jeux Olympiques. Et elle se heurte. Alors, c'est la photo de Pierre de Coubertin que vous avez reconnue, qui exprime ce qui est la vision de l'époque. Je sais qu'on accuse beaucoup Pierre de Coubertin d'être misogyne. Alors, effectivement, la citation qui est évoquée laisse à penser cela, mais je crois que, au-delà de la personnalité de Pierre de Coubertin, il y a le contexte de l'époque. Et à l'époque, on considère que le sport est dangereux pour les femmes. Le sport est dangereux pour les femmes. La violence du sport, la compétition, tout ce que ça veut dire en termes d'acharnement, etc., ça compromet ce que l'on considère alors comme la fonction essentielle de la femme, c'est-à-dire la maternité. D'ailleurs, la première évolution sportive à la fin du 19e, c'est la pratique du vélo, le vélocipède. Et quand on voit les femmes assises sur la selle d'un vélo, on se dit, mais ça va menacer leur intégrité, et en particulier ce qui est leur fonction principale, celle de la maternité. Donc il y a tout un contexte, notamment médical, un contexte un peu moral aussi. Vous voyez la première championne olympique de tennis, vous voyez qu'elle est recouverte, elle est avec une robe qui descend jusqu'aux chevilles. Pratiquer l'athlétisme ou même le football, ça veut dire se mettre en short, ça veut dire se dénuder, et en tout cas laisser apparaître ses jambes, et ça, moralement ce n'est pas admis dans l'époque. Donc vous voyez, il y a des résistances, alors évidemment, Pierre de Coubertin, qui à l'époque est le président du Comité international olympique, exprime, et les demandes réitérées d'Alice Millat pour que les femmes participent aux Jeux Olympiques, eh bien, sont refusées, sont rejetées par le Comité olympique, par Pierre de Coubertin. Et donc, vous voyez, 1919, la création de cette première fédération sportive féminine, c'est-à-dire il y a quelques clubs, quelques sociétés qui se sont créées, qui ont commencé à faire des rencontres, à organiser des championnats, et donc une fédération s'est créée. Alice Millat en est d'abord trésorière, et puis elle est ensuite présidente. Et il y a à Monaco cette période que vous connaissez tous, qui est celle des hivernants, avec une personnalité qui est évidemment un peu emblématique de cette période, qui est Camille Blanc, et la volonté de positionner Monaco, comment on pourrait dire, dans tout ce qui est innovation, et notamment innovation qu'on appellerait maintenant sociétale. Et donc il va y avoir, avec la complicité, on va voir des deux personnes qui sont en dessous, qui représentent, on pourrait dire, à la fois la presse parisienne, la presse sportive parisienne, mais aussi la Fédération française d'athlétisme. Eh bien, ces trois personnes, mais grâce surtout à l'investissement à la fois personnel, mais aussi bien sûr financier de Camille Blanc, en tant que représentant de la Société des Bains de Mer, eh bien, cette idée d'organiser une première rencontre internationale féminine. Ça ne va pas s'appeler tout de suite Olympiade féminine, ça viendra après, mais vous voyez déjà que ça se décide entre d'une part la principauté et d'autre part la Fédération française d'athlétisme. Marcel Delabre, qui va être le directeur technique de cette manifestation,
il est à ce moment-là un des représentants, un des dirigeants de la Fédération française d'athlétisme qui vient à peine de naître. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le sport en France est organisé par une fédération unisport. Mais chaque discipline sportive a tellement pris d'ampleur qu'après la guerre, cette fédération unisport, eh bien, elle arrive à son terme et va se dégager une fédération unisport, donc une fédération d'athlétisme, une fédération de football, etc. etc. Et donc Marcel Delabre, Robert Coquelle sont à la fois des journalistes, et Marcel Delabre est aussi membre de la Fédération française d'athlétisme, dirigeant de la Fédération française d'athlétisme. Et on ne voit pas Alice Mia. Et là, on a des divergences en tant qu'historien, c'est-à-dire que dans beaucoup d'ouvrages, dans beaucoup d'articles, on attribue à Alice Mia l'organisation de ces Olympiades. Mais avec Dominique Bon, on a bien regardé les archives. Alice Mia apparaît, mais elle apparaît de manière très, très minime. Et en tout cas, elle n'apparaît pas parmi ceux qui sont véritablement les organisateurs de cette opération. Alors on essaiera de voir pourquoi, mais déjà, vous voyez, une petite idée. Que veut Alice Mia? Alice Mia, c'est l'égalité des sexes, c'est-à-dire il n'y a pas de sport qui serait uniquement masculin et d'autres qui seraient uniquement féminins. Elle revendique la possibilité pour les femmes de participer à tous les sports. D'ailleurs, le football est un enjeu. Et parmi les premières compétitions nationales, il y a l'athlétisme, mais il y a aussi le football. Donc elle milite pour cela. Elle est bien sûr consentante pour l'organisation de cette manifestation, mais elle n'est pas une cheville ouvrière. Alors, on va voir au fur et à mesure de l'exposé, on va en comprendre les raisons. Alors, déjà, ces Olympiades, je parlais de Camille Blanc tout à l'heure, je parlais des hivernants, je parlais de tout le programme culturel, le programme d'événements qui caractérise la vie de la Principauté, et vous voyez que les sports se sont donc agrégés à ce programme. Et en particulier, ça par exemple, ça apparaît dans la presse nationale. Ça c'est extrait donc d'un journal où écrivent Coquelle et Delabre, calendrier des fêtes sportives de la saison 1920-1921, donc vous reconnaissez un certain nombre d'événements que déjà, notamment Camille Blanc et ses proches ont organisé, que ce soit les courses de canot, d'hydravion, tout ce qui concerne l'élégance, et en particulier toutes ces manifestations, etc., le tournoi de tennis, et vous voyez, alors j'ai mis une flèche parce que sur la reproduction c'est difficile, mais vous avez concours de sport féminin du 27 mars au 2 avril. C'est-à-dire que déjà, et ça c'est annoncé dans la presse au tout début de l'année, au moment où s'effectue la présentation de la saison. Donc vous voyez, ça prend tout à fait corps avec la politique de développement de ces activités de la Principauté. Et donc je crois que ça s'intègre véritablement dans le programme qu'évoquait tout à l'heure Madame Novaretti. Et vous voyez, le journal en question, le journal donc l'Écho des sports, dira lorsqu'il présentera cet événement, un tel projet aurait eu beaucoup de difficultés pour aboutir ailleurs. Non seulement des difficultés d'ordre matériel étaient nombreuses, mais encore fallait-il avoir des mécènes généreux. Donc on est assez loin du militantisme qui avait présidé aux initiatives d'Alice Mia. On est véritablement là dans un événement qui vise à s'intégrer dans la politique en direction notamment des hivernants, mais qui vise aussi à montrer que la Principauté est en avance sur son temps. Alors, je disais tout à l'heure
que ça ne s'est pas appelé Olympiade d'abord. Vous voyez, ça c'est la couverture du programme officiel. Et donc, la manifestation s'appelle Meeting international d'éducation physique, féminine et de sport. Voilà. Et l'image qui est sur ce dossier, ce n'est pas une image véritablement sportive, mais ça évoque ce qui est quelque chose de plus commun à ce moment-là quand on parle d'activité physique pour la femme, c'est-à-dire la danse, l'expression, etc. Donc, le premier indice qui, de mon point de vue, fait que Alice Milla n'avait pas voulu forcément s'impliquer dans cette affaire-là, puisque, on le verra au fur et à mesure de l'exposé, il y a un certain éclectisme dans le programme qui est proposé. Autre élément qui est bien sûr intéressant, il y a trois, comme souvent dans des manifestations de ce type, trois comités d'organisation, un comité d'honneur, un comité de patronage et on va dire le comité technique. Vous voyez que dans le comité d'honneur, Son Altesse Sérénissime est au premier plan. Donc on est vraiment sur une manifestation qui fait partie de celles qui sont appuyées, accompagnées, suivies par le prince. Et puis au fur et à mesure que l'on passe les noms, on voit deux noms qui eux sont des membres du gouvernement français. Gaston Vidal vient d'être nommé, alors, à l'époque les départements ministériels c'était quelque chose d'assez savoureux, sous-secrétaire d'État à l'instruction publique, puisque le ministère ne s'appelle pas encore ministère de l'Éducation nationale, mais ministère de l'Instruction publique. Il est en charge de l'enseignement technique, et dans le cadre de l'enseignement technique, il s'occupe aussi d'éducation physique et de sport. Donc Gaston Vidal, vous voyez, et Henri Pathé, lui est député, et d'ailleurs il y a une rivalité entre Vidal et Pathé, et Pathé sera un des successeurs de Vidal dans ce sous-secrétariat d'État. Bon, on ne va pas entrer trop dans le détail, bien sûr Camille Blanc est présent, et vous avez le comte Clary qui à l'époque est le président du comité olympique français. Donc, vous voyez, on recherche aussi des cautions dans le monde sportif. Et si je poursuis la liste, j'y vois aussi M. Bessonneau, qui est président d'honneur de la Fédération française d'athlétisme. Voilà. Et je ne vois pas dans ce comité d'honneur la présence d'Alice Milla. Je passe assez vite sur le comité de patronage. On y trouve essentiellement le maire de Monaco, les éminences qui sont auprès du prince, son secrétaire particulier, etc. Voilà. Donc là, on est sur un comité de patronage plus local, et le jury technique, à la tête duquel se trouve donc notamment Marcel Delabre. Il est composé d'officiels de la Fédération française d'athlétisme, dont manifestement on a chargé de veiller à la régularité des épreuves. Il faut que la dimension sportive ne soit pas sacrifiée, et donc on la confie à des professionnels pour le chronométrage, pour la mesure des sauts, etc. Voilà le décor, si je puis dire, et d'un meeting international, comme son nom l'indique. La dimension internationale, elle est assurée par la présence de délégations qui viennent donc de 5 pays, assez en avance sur la place faite aux femmes. Donc Angleterre, ça qui paraît normal puisque les Anglais sont à l'origine des sports modernes, Italie, la Norvège, la Suisse, et on a invité aussi des sociétés sportives féminines, locales, c'est-à-dire niçoises, qui se sont, je parlais tout à l'heure de la première société féminine qui s'est formée à Paris, qui s'appelle Femina Sport, eh bien, elle a essaimé, et en province, on trouve aussi des Femina Sport ou des Riviera Sport. Enfin, voilà. Donc, meeting international d'éducation physique féminine et de sport, et le programme
eh bien, le programme va être éclectique, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait une dimension sportive, mais il ne faut pas qu'on crée une rupture trop forte. Donc, à côté de sport, à côté notamment d'athlétisme, eh bien, il faut qu'il y ait une place importante qui soit faite à des activités qui sont beaucoup plus féminines. Et donc, on va avoir de la gymnastique rythmique, de la danse, etc. Et ça va. Alors, on va avoir d'un côté des compétitions, des vraies compétitions, avec notamment tous les responsables de la fédération d'athlétisme. On a un tournoi de basket, on a aussi des démonstrations, mais une place importante aussi est faite à la dimension plus esthétique, et ces délégations étrangères, elles viennent avec des athlètes, mais elles viennent aussi avec des sociétés qui vont faire des démonstrations. Alors c'est intéressant parce que ces démonstrations, elles renvoient toutes à des écoles différentes. On est dans une période qu'on appelle aussi la guerre des méthodes, y compris dans la dimension gymnastique, rythmique, etc. Vous avez par exemple l'école de Raymond Duncan, qui est le frère d'Isadora Duncan. Vous avez Irène Popard, qui est aussi un grand nom à l'époque de la gymnastique harmonique, puisque c'est son école. Voilà. Donc on a ce panel. Alors, cet éclectisme dont je parlais, vous en avez ici la traduction, si je puis dire. Ce Marcel Delarbre, qui est l'organisateur, qui est membre de la Fédération d'athlétisme, qui est aussi journaliste, eh bien pendant la compétition, il va aussi produire des textes qui vont être publiés dans la presse locale, et en particulier le Petit Niçois. Alors, vous voyez, ce texte est intéressant parce qu'on est bien sur une forme de dialectique. Vous voyez quels sont les termes qui sont choisis pour évoquer le sport, les lois brutales du sport, des compétitions ardemment disputées, et la référence est très importante, bien sûr, avec l'Antiquité, avec la Grèce, dont n'oublions pas, les Jeux Olympiques antiques, les femmes, bien sûr, n'y participent pas. D'ailleurs, Coubertin s'appuyait aussi, d'une certaine façon, sur cette tradition. Mais il fallait ajouter à ces duels, à ces empoignades farouches, vous voyez, le vocabulaire sportif qui emprunte à d'autres vocabulaires. Donc, ajouter une attraction qui satisfasse nos tendances harmoniques, le souci d'élégance, élégance naturelle, qui marque tout ce qui est féminin, tout ce qui est à la fois charme, grâce et beauté. Voilà donc le pari qui est fait, peut-être d'ailleurs dire que pour faire passer l'idée sportive, peut-être faut-il l'agrémenter, autrement dit, qu'à côté du sport, on montre que l'on n'oublie pas la dimension esthétique. Donc c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant et qui peut-être, me semble-t-il, quand on lit les textes d'Alice Meillat, fait qu'elle n'est pas un élément moteur dans cette opération. Alors, quelques images. Donc, voilà, le fameux tir au pigeon qui est transformé en stade. Un petit stade, un stade miniature. Il y aura d'ailleurs des critiques. Comme toujours, un événement ne réunit jamais l'unanimité. Donc le journal sportif, qui à l'époque, le quotidien sportif qui s'appelle L'Auto, qui a précédé l'équipe d'aujourd'hui, parlera de stades minuscules, utilisera ces dimensions pour, au contraire, considérer que ce n'est pas tout à fait du sport. Voilà. Mais dans l'enthousiasme du moment, vous voyez, on considère que le Mont Olympe est transféré sur la Côte d'Azur. Donc cette manifestation, ce qui est encore un meeting, eh bien, on en renvoie la paternité, ou on en renvoie l'origine, précisément à la Grèce. On a d'ailleurs tout un cérémonial qui rappelle
les manifestations, et notamment les Jeux Olympiques. Ça, vous voyez, c'est le défilé des participantes avant. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, puisque dans la presse, notamment la presse locale, mais même puisque les journalistes qui écrivent dans la presse locale sont aussi des journalistes nationaux, c'est là où on spécule sur l'intérêt du public. Au départ, il est réservé, c'est plus de la curiosité, et puis on va s'apercevoir qu'il y a une vraie adhésion. D'ailleurs, elle est démontrée par le public qui apparaît sur cette photo. Et donc, on va parler, c'est là où on va parler d'Olympiade féminine, et même d'Olympiade de la grâce, parce qu'il ne faut pas oublier que l'on a toujours les deux bouts de la chaîne à tenir. Donc vous voyez, là c'est intéressant, on devine l'aménagement du tir au pigeon. C'est que le tir au pigeon, c'était une des grandes manifestations donc, de cette période. Et les têtes couronnées, l'aristocratie se retrouvaient et il y avait des compétitions de tir, au départ avec des vrais pigeons d'ailleurs. Voilà, donc Olympiade de la grâce, et donc un programme avec en alternance des démonstrations donc de danse, d'ensemble de gymnastique, en alternance avec des compétitions sportives. Donc vous voyez, on a différentes, quand je parlais tout à l'heure de différentes écoles, ce sont bien donc des méthodes qui viennent démontrer leur savoir-faire, et on a une certaine variété et une certaine originalité, et c'est aussi un rendez-vous de ce qui se fait de mieux et de plus innovant dans ce domaine. Et donc on a également des épreuves sportives. Alors elles sont assez classiques, mais elles sont très originales. À l'époque, j'insiste, on n'imagine pas, ou vraiment de très très loin, que, par exemple, là, sur la photo en haut à gauche, c'est la course de 800 mètres. On n'imagine pas la révolution, je dirais presque culturelle, en tout cas mentale, que représentent ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui courent en short, en tenue, et encore moins qu'elles courent 800 mètres. Je reviendrai tout à l'heure sur cette épreuve de 800 mètres, justement. Et donc, les photos que l'on voit, alors, le lancer du javelot, c'est très particulier. C'était une des formes de lancer, vous voyez, par la pointe à l'époque. Mais vous avez des photos, et on ne les a pas spécialement sélectionnées, mais qui montrent déjà des gestes sportifs intéressants. L'œil des techniciens pourrait dire que sur le saut en longueur, par exemple, on a vraiment une qualité d'impulsion, alors même si la performance est très relative. L'athlète qui gagne le saut en longueur, c'est un saut de moins de 5 mètres. Voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas comparer. On est, je répète, un siècle en arrière, donc les performances ne veulent pas dire grand-chose. Mais je pense au contraire que les photos, que les images montrent qu'il y a déjà de la technique qui a été intégrée. Vous voyez, sur la course de haie, par exemple, et vous voyez un exemple qu'évoque souvent Georges Vigarello, la course de haie de l'époque se fait avec des haies qui sont des véritables obstacles. C'est pas comme maintenant, où maintenant on peut effleurer, on peut même légèrement toucher la haie, et hop, ça bascule, ça ne freine pas la vitesse. Donc là, c'est quasiment le saut qu'il faut intégrer lors de la course. Je crois qu'on a déjà des images motrices qui sont intéressantes. Mais vous voyez, on dit aussi, ça c'est dans l'Écho des sports, donc le journal parisien, les épreuves sportives portées au programme sont de celles où, sans aucune crainte ni morale physiologique, la femme peut et doit se risquer. Vous voyez, on prend toujours cette précaution, par rapport bien sûr à l'époque.
Alors on a, à côté d'activités sportives, je dirais traditionnelles, des choses qui ont beaucoup amusé le public. Ça s'appelle le pushball, ça. Oui, c'est un énorme ballon qu'il faut évidemment amener dans le camp de l'adversaire. Donc ça amuse beaucoup. Et encore plus quand le ballon va être projeté parmi les spectateurs. Donc on a démonstration de danse, de gymnastique rythmique, sport de compétition avec classement, enregistrement des performances et puis démonstration de ce type. Et tout ça est pris très au sérieux et on copie, on intègre les rituels olympiques. Vous voyez, ça c'est l'hommage aux vainqueurs, alors vainqueurs puisque on n'a pas de féminin évident pour cela, mais donc vous voyez, on a organisé une espèce de portique, et puis toutes celles qui ont remporté une épreuve, eh bien elles vont défiler, d'où ce serpent multicolore qui est évoqué, donc vont faire le tour du stade, et on a mis en place ce qu'ils appellent un arc de triomphe de verdure, et autour de ce parcours, autour de cet arc de triomphe, eh bien on a les participantes des démonstrations de gymnastique, de danse, etc., qui sont là pour applaudir, pour jeter des fleurs, et tout ça se fait en musique. Donc vous voyez, on a d'ailleurs, je n'ai pas assez parlé de tout ce qui accompagne cet événement, et avec notamment la réception des délégations lors de leur arrivée. Elles sont reçues en grande pompe. Dans les tribunes, chaque journée, puisque ça dure en tout 5 jours, chaque journée, eh bien, on a dans les tribunes les plus hauts représentants de l'aristocratie, de la vie monégasque. C'est aussi un événement mondain. Et le dernier jour, avec la remise des récompenses, on a un grand banquet qui se déroule à l'hôtel de Paris. Quelques mots sur quelques athlètes qui ont brillé lors de ces Jeux. Alors, j'évoque l'anglaise Mary Lines, qui a gagné les épreuves de course et qui ensuite a fait une carrière importante. Mais je voudrais m'attarder juste 10 secondes sur les 3 Françaises. Lucie Bréard, qui a gagné le 800 mètres, Germienne Delapierre, qui a gagné le 76 mètres et Violette Gouraud-Maurice, qui a gagné le lancer du poids et du javelot. Parce que ce sont l'exemple de femmes qui se sont d'une certaine manière émancipées. C'est-à-dire qu'elles ont, à côté de leur carrière sportive, une vie soit professionnelle, soit d'étudiante. Germaine Delapierre, par exemple, prépare un doctorat de philo. Lucie Bréard a un travail par ailleurs. Oui, donc, je dirais que ce ne sont pas non plus n'importe quelle femme que l'on trouve parmi les sportifs, mais qui se sont aussi émancipés. N'oublions pas qu'on est en 1921, que c'est passé qu'auparavant il y a eu la Grande Guerre qui a conduit les femmes, vous le savez, à prendre un certain nombre de responsabilités, à assumer des rôles qui n'étaient pas seulement les rôles stéréotypés féminins. Donc on est, d'une certaine manière, le sport contribue aussi, participe en tout cas de cette émancipation. Un mot sur Violette Gouraud-Maurice, qui est un des personnages les plus fascinants de cette histoire, parce qu'elle va avoir une vie très, alors comment on pourrait dire, vous voyez, on l'appelait la diablesse du stade. Je dirais simplement qu'elle termine sa vie en 1945 parce qu'elle aura, après avoir participé avec la Gestapo sur un certain nombre d'activités qui lui vaudront cette condamnation, mais c'est une femme qui va incarner, d'ailleurs je vous renvoie au roman qui est sa vie romancée par Gérard de Cortance, avec un romancier avec beaucoup de romans historiques.
qui a retracé toutes ces péripéties, hein, et le sport en est sans doute une des premières phases, mais c'est quelqu'un qui ensuite non seulement continuera à faire du sport, mais assumera aussi un certain nombre de déviations, que ce soit la cigarette, que ce soit la prostitution, etc. Ouais. Donc c'est vraiment un personnage, alors en plus on est dans les années folles, voilà, un personnage qui va marquer son époque, hein. Ce qui est intéressant, ce que je voulais mentionner à son propos, c'est que cette origine, elle se trouve aussi dans le sport. Pour finir, dans le banquet de clôture dont je parlais, il y a des mots importants, hein, qui sont prononcés par Camille Blanc et qui me paraissent résumer en quelque sorte, hein, l'attachement et le pourquoi, d'une certaine façon, Monaco, la principauté, a pris cette initiative. Hein. Alors, l'instance qui organise, c'est l'International Sporting Club de Monaco, hein, que préside Camille Blanc, qui est un petit peu la structure, hein, qui est l'organisatrice de ces grands moments festifs. Il rappelle, et je crois que c'était important de le faire aujourd'hui dans le cadre de cette commémoration, il rappelle que tout ça se fait sous l'égide du prince Albert Ier. Hein, et je crois que ça renvoie à tout ce que nous avons dit, à tout ce que les différents conférenciers ont dit à l'occasion de cette célébration. Donc il y a bien cette dimension visionnaire, cette dimension d'innovation. Et vous voyez, toujours fidèle à la tradition, l'International Sporting Club, en prenant l'initiative d'organiser le premier meeting d'éducation physique et de sport, n'a pas voulu donner aux hivernants un divertissement de plus. Certes, ça s'intègre, hein, dans cette volonté de spectacle, etc. Mais il a obéi à un ordre plus élevé. Il entend faire une œuvre de propagande utile, une démonstration profitable. Autrement dit, il y a cette vision, on sent bien, hein, chez Camille Blanc, mais aussi sans doute chez le prince et ceux qui l'entourent, que l'avenir, ça sera, enfin, que la femme ne pourra pas longtemps rester éloignée du sport, hein, et donc contribuer à cette forme de progrès, hein, même en y mêlant la dimension esthétique dont on a parlé, eh bien, c'est aussi s'inscrire dans l'avenir. D'avenir, il y en aura en 1922 et en 1923, hein, de nouvelles Olympiades. En 1922, on aura aussi la natation, hein, avec un petit peu plus de participation, un peu plus de pays. Et 1923, ce sera la dernière édition. Entre-temps, Alice Mia, devenue présidente d'une fédération internationale de sport féminin, se sera battue pour obtenir l'organisation de Jeux féminins, de Jeux mondiaux féminins, en 1922. Vous voyez, ce qui me fait dire aussi que elle ne trouvait pas forcément, elle, dans ce qu'elle recherchait, et dans ce qui était organisé à Monaco, la réponse à son ambition, parce que les Jeux sportifs, les Jeux mondiaux féminins, c'est uniquement de l'athlétisme. Il n'y a plus la dimension esthétique et tout ça. Donc, ces Jeux mondiaux féminins vont se poursuivre tous les 4 ans, avec de plus en plus de pays. Et 1928, le comité olympique va introduire la possibilité pour des épreuves féminines aux Jeux olympiques. Mais certainement aussi pour concurrencer, voyant que les Jeux mondiaux féminins prenaient beaucoup d'importance, ils ont en quelque sorte voulu récupérer le mouvement. Et je terminerai là-dessus, avec comme point d'orgue et comme point conflictuel le fameux 800 mètres. Parce que le 800 mètres, on considère que faire courir les femmes sur une distance aussi longue, mais alors là, pour le coup, c'est véritablement compromettre leur santé. Donc il y aura le 800 mètres aux Jeux Olympiques de 1928, mais comme à l'arrivée, les jeunes femmes vont s'allonger et
on le sait maintenant, pour récupérer, etc. Mais les voir comme ça allongés sur le gazon, on va dire, mais c'est attentatoire à leur intégrité, donc on va supprimer le 800 mètres pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Et d'une certaine manière, les courses de fond, c'est une longue histoire de l'émancipation féminine qui se termine en 1984 lorsque le marathon féminin est intégré aux Jeux Olympiques. Mais même en 1984, pour ceux qui ont vu les images, il y a une Suissesse qui arrive et qui aussi chancelle, titube. Et là encore, alors qu'on explique cela par la physiologie, et d'ailleurs, la Suissesse en question a très vite récupéré. Mais de nouveau, les mêmes protestations vont être émises. Comme quoi, vous voyez, les choses sont toujours à conquérir. Voilà, en guise de passage de relais à M. Schorr, je dirais que Suzanne Lenglen n'était pas absente des Olympiades de 1921, puisque le dernier jour, en guise, si je puis dire, d'événement conclusif, pas intégré aux Olympiades elles-mêmes, mais pour donner plus de lustre encore à la manifestation, Suzanne Lenglen a joué un match de double contre une paire anglaise. Voilà, nous sommes en 1921 et Suzanne Lenglen a déjà un palmarès assez fourni, mais ça, vous allez la voir en détail dans un instant. Je vous remercie.